Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Boris Diliez. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre et maire d'Uccle. Il y a eu l'installation du conseil communal hier. Mais tout d'abord, petite question quand même qui intéresse tout le monde, c'est ces fameux gilets jaunes. Il y en a certains qui ont été reçus par Charles Michel ce matin, enfin fin de matinée. D'ailleurs, ils sont toujours chez lui pour l'instant. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Mais je voudrais un peu connaître votre avis parce que vous avez la double nationalité. Oui. Donc vous pouvez à la fois parler des gilets jaunes belges et des gilets jaunes français. Alors, Édouard Philippe, ce matin, le Premier ministre français, a décidé de geler la taxe carbone et donc la hausse du prix des carburants pour espérer calmer les gilets jaunes. Quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. La première, cela ne suffira pas. La deuxième, il est temps de se calmer. La troisième, la France n'est pas la Belgique. Alors, un peu les trois, hein, mais il est certainement temps de se calmer. Oui. Et il est certain que la France n'est pas la Belgique. C'est un pays qui est aussi, à mon avis, extrêmement difficile à gouverner. Je crois que, quelle que soit la majorité en place, pour autant, il est vraiment temps de se calmer parce que ce qu'on a vu dépasse l'entendement. Et puis surtout, le message initial des Gilets jaunes, que je ne connais pas. D'ailleurs, moi, je ne pourrais pas vous définir, vous dire le message des Gilets jaunes, c'est ceci, par définition, puisque c'est un mouvement totalement hétéroclite. Mais en tous les cas, ça n'est pas effectivement le message des casseurs. Donc je crois qu'il faut mettre de côté les casseurs et d'un autre côté toute une série de gens qui ont toute une série de revendications. Oui, c'est parfois difficile de faire la différence. C'est certainement compliqué. C'est pour ça que je salue les forces de l'ordre, en l'occurrence, là-dessus, parce que c'est très compliqué. Il faudrait être vigilant, bon, peut-être pas à Uccle nécessairement, mais le 8 décembre, il prévoit quand même de venir à Bruxelles, à la fois des Français et des Belges. Donc on verra ce qui se passera. Venons-en un peu au MR, parce que peu après le soir des élections, vous êtes le premier OMR à avoir reconnu la dureté de la défaite. Vous avez même utilisé une expression très dure, vous avez dit on a pris une gigantesque tôle. Et vous avez à l'époque mis en cause le manque d'implication du patron de la régionale bruxelloise, c'est-à-dire Didier Reynders. Et alors un mois après, il vous a répondu, plutôt il y a un mois, il vous a répondu très durement. Il a dit « Cette critique émanait d'une personne, le bourgmestre d'Uccle, dont on peut comprendre la volonté de trouver un bouc émissaire quand sur le plan personnel, on a perdu 15% de ses voix dans sa commune et sa majorité absolue. » Vous avez été mouché, là, par Didier Reynders. Oui, bon, peut-être plusieurs éléments. D'abord, moi, pourquoi est-ce que, effectivement, j'ai fait cette déclaration? Parce que je crois qu'il était important de pouvoir dire publiquement. Vous savez, il y a la phrase qu'on met un peu partout à toutes les sauces, laver son linge sale en famille. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement du fait, à un moment donné, justement vis-à-vis de l'opinion, de pouvoir faire preuve d'humilité, de reconnaître quand les choses ne se sont pas bien passées. Je veux dire, quand on n'a pas gagné, en l'occurrence, c'est qu'on a perdu. Ici, on est passé de 6 bourgmestres à 2, Vincent de Wolf et moi. On est passé de 13 majorités sur 19 à 7. Donc, à l'évidence, ça n'était pas un succès. Pour autant, à la limite, j'aurais pu, moi, me satisfaire, puisque, en l'occurrence, bon, je dis, j'en veux à personne, mais bon, on peut, à un moment donné, avoir des absences en termes de calcul. Il se trouve que le MR à Uccle a perdu des sièges, mais reste la première formation politique. Mais vous avez plus la majorité je demeure absolue. bourgmestre et à titre personnel, j'ai quasiment doublé mon score en termes de voix de préférence. Donc, évidemment, là, c'est pas ça, on peut parfois, effectivement... Mais vous avez perdu la majorité absolue. On a perdu la majorité absolue, nous étions les seuls à l'avoir à Bruxelles, et on l'a eu qu'une seule fois. Donc, cette majorité absolue, on sait aussi qu'on l'a perdue, effectivement, parce qu'il y avait une dissidence, donc ça, effectivement, ça n'aide pas. Mais en même temps, nous sommes restés la première formation politique du pays. Et vous savez, si je regarde mes collègues dans d'autres communes... De la commune. Pardon, oui, du pays, oui, de la comme commune. je m'emballe. Oui. Mais la première formation politique de la commune. Et si je regarde beaucoup de mes collègues dans d'autres communes, je peux vous dire que beaucoup envient ce qu'on pourrait qualifier, à tort évidemment, d'échec personnel, parce que ça n'est pas un échec. Vous savez, moi, on nous regardait au sein du parti gentiment, mais il y a un an, quand je suis devenu bourgmestre, on me regardait en disant oh, malheureux, c'est probablement le seul bastion qu'on va perdre au niveau du MR à Bruxelles, ce sera Uccle. Non, malgré tout, on est resté premier, donc je pense que c'est quand même très important de rester premier. Et vous êtes bourgmestre. Je reste bourgmestre, donc là, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il y a une réalité, à titre personnel, je vous le disais, les Ucquois m'ont porté beaucoup plus haut en matière de vote de préférence que ce que je ne pouvais l'imaginer. Je suis le 2e score à Bruxelles et le 6e, tout parti confondu. Donc là, il n'y a pas de discussion, mais je pense que c'était important, par contre, effectivement, de pouvoir préparer l'avenir en reconnaissant quand même que ça ne s'était pas bien passé. Bon, maintenant, vous l'avez reconnu, d'autres l'ont reconnu aussi.
comment ça avance au sein du MR? Parce que là, maintenant, vous n'êtes plus député bruxellois, vous êtes juste bourgmestre-duc. Est-ce que vous avez encore votre mot à dire? Oui, moi, en tout cas, je veux dire, je m'inscris dans tout ce qui s'organise en ce moment par rapport à avoir un chantier, si je puis dire, des idées et à essayer aussi de construire le projet qu'on doit pouvoir porter, notamment aux prochaines élections régionales. Et qui doit mener la liste au régional? Écoutez, moi, je me suis exprimé, j'ai suggéré à un moment donné le fait qu'il me semblait intéressant que, justement, que Didier Reynders l'amène. Il ne veut pas. Voilà, il a précisé les choses par rapport à cela. Donc aujourd'hui, il faudra un moment que le parti tranche. Moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on attende 1000 ans. Je trouve qu'il ne faut peut-être pas se précipiter, mais en attendant, le mois de mai, ce n'est pas dans 3 ans. Donc là, il faudra, selon moi, qu'on soit en ordre de bataille pour le tout début 2019. Une femme? Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais en tous les cas, il faut que les choses soient définies, selon moi, début de l'année. Alors, nouveau conseil communal, je disais, c'est depuis hier. Vous avez dû rééquilibrer finalement votre collège en faisant entrer écolo, sortir des filles. Il y a quelques échevinats en moins pour les maires, mais ça s'est rajeuni de manière un peu générale. On en voit les images là, de tous ces nouveaux visages qui arrivent. Vous avez même un président du Sénat au sein du conseil communal. Absolument. Avec Jacques Brocchi. Tout à fait. Et alors, autre nouveauté, il y a une présidente du conseil communal. Oui. Donc ça, pourquoi ce choix? Vous avez l'impression que ce sera plus juste et équilibré au sein d'un conseil communal d'avoir une présidente de séance? Donc si vous voulez, c'est une disposition qui existe maintenant depuis quelques années à Bruxelles. C'est vrai que Uccle était une des seules communes à ne pas avoir mis en place cette présidence du conseil communal. Et ce qui est intéressant, c'est que quelque part, l'Assemblée communale était jusqu'à présent un petit peu la seule où à la fois le patron, si je puis dire, de l'exécutif du collège, le bourgmestre, était en même temps le président de l'Assemblée. Et donc, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux par rapport à un équilibre sain des débats. Qui plus est, c'est une fonction qui, c'est pas comme le fait d'ajouter un échevin. Donc, c'est une fonction, effectivement, en l'occurrence, ici, on parle c'est de l'ordre de 160 € par mois. Donc, c'est pas une fonction c'est juste pour présider la séance. Voilà, pour présider la séance, pour préparer, effectivement, aussi voir au niveau de l'ordre du jour, bien organiser les choses. Donc, je pense aussi que ça contribue probablement aussi au fait de donner encore un peu plus de démocratie dans le cadre d'une assemblée telle qu'une assemblée communale. Et là aussi, il va falloir s'habituer, et moi je dis ça vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, à ce qu'une série de choses changent à Uccle pour un mieux. On va en parler dans un instant, mais je voudrais revenir sur la dissidence dont vous parliez tout à l'heure. Donc le conseiller communal, Marc Holz, il s'est plaint d'ailleurs à la région d'une utilisation inappropriée de fonctionnaires communaux. Oui. Donc il a dit qu'il y avait une secrétaire qui envoyait du courrier au nom du MR pendant ses heures de travail, un chauffeur communal qui faisait des déplacements pour le MR pendant ses heures de travail. Comment vous répondez à ça? Écoutez, c'est pas neuf, mais là, il y a quand même, dans le chef de cette personne, toujours beaucoup d'aigreur, beaucoup d'agressivité, jamais en face, mais en général sur les réseaux sociaux. Donc on va un petit peu comme un adolescent, comme ça, après, poster une série de petits messages rageurs sur Facebook, soit chacun fait ce qu'il veut, fait la politique comme il veut. Sur le fond, moi, je suis très à l'aise avec cela. Vous savez, je suis un des rares bourgmestres qui utilise la majorité du temps son vélo, son scooter ou sa voiture personnelle à mes frais. Je n'ai jamais demandé un seul euro de remboursement de frais. Tout ça, c'est vérifiable. Je suis connu pour cela. Alors, il peut m'arriver effectivement d'avoir besoin d'utiliser en effet la voiture du collège parce que tout simplement, je suis pris par des réunions au sein de la commune. En l'occurrence, c'était le cas dans ce qui était énoncé ici. C'est-à-dire que là, ici, en l'occurrence, il s'agit effectivement de déposer un pli. Et à côté de cela, moi, je tiens à disposition de tout qui veut le nombre de fois très rare où j'utilise ce moyen de transport parce que précisément, je préfère utiliser mon moyen de transport personnel. C'est une question de liberté. Alors, on parle beaucoup de climat, évidemment, ces derniers temps, surtout avec la manif de dimanche qui était un gros succès. Vous héritez des grands projets. Est-ce qu'il y a des grands projets climat? J'ai entendu que vous alliez chauffer l'administration avec les égouts. C'est quoi ça? Alors, en fait, c'est le principe dit de ryothermie. Alors, moi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas faire le malin en vous disant que je suis expert en la matière, mais c'est une première
à Bruxelles et même peut-être en Belgique. C'est-à-dire que le principe, en effet, c'est qu'on va récupérer la chaleur des égouts pour chauffer notre future administration. Et donc, ça va également permettre de réguler, c'est-à-dire à la fois l'air froid et l'air chaud. Et c'est tout à fait innovant en matière justement d'économie d'énergie. Et c'est un principe qui probablement, à un moment donné, d'ailleurs, va se généraliser. Mais ici UCL est pionnière, notamment grâce à un partenariat aussi avec Vivaqua. Et ça s'inscrit dans tout ce qui doit être fait, parce qu'au niveau d'une commune, il ne doit pas y avoir que des petits gestes, il doit aussi y avoir des gestes importants. Et certainement, l'administration, en matière d'économie d'énergie, doit montrer l'exemple. On ne peut pas passer son temps à demander aux citoyens de faire ceci ou cela. Les institutions, et certainement au niveau communal, doivent montrer l'exemple. C'est ainsi qu'on a aussi des opérations qui sont menées en matière de mobilité avec les jeunes, pour les initier notamment à la mobilité douce le plus tôt possible, et pour essayer aussi de faire changer les mentalités. Donc l'idée, c'est, avec les écolos dans votre majorité, de faire une espèce de laboratoire de mobilité douce. Vous savez, moi je suis très à l'aise là-dessus, parce que j'ai toujours estimé qu'en matière de mobilité, il ne fallait pas de dogmatisme. Il n'y a pas de ville dans le monde qui sont parvenus à relever le défi de la mobilité avec du dogmatisme. Donc il n'y a pas une bonne politique de mobilité de droite ou une de gauche. Et donc il faut faire preuve de pragmatisme. Il y a des gens qui auront toujours besoin de leur voiture, mais en même temps on doit aussi pouvoir proposer un plus large choix, que ce soit la mobilité douce, mais que ce soit aussi certainement le fait de mieux informer sur les transports en commun qui existent. À Uccle, il y a 5 gares, elles ne sont pas suffisamment connues, et là on va faire un travail avec notamment notre partenaire écolo et avec Thibaut Weingart qui sera en charge de la mobilité, pour informer aussi beaucoup mieux les Uclois sur ce qui existe déjà ici et maintenant, sans investissement somptueux. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de métro, mais il y a des gares à Uccle. Absolument. Dernière question, on parlait d'un parking place Van der Elst. Oui. Il va se faire? Alors, on a obtenu de la région, et on s'en réjouit, une étude de faisabilité pour voir s'il était possible techniquement d'avoir un parking en dessous de la place de la maison communale, parce qu'il y a du commerce, il faut pouvoir soutenir le commerce qui a besoin aussi de stationnement. On va voir quel est le résultat de cette étude et voir si c'est faisable ou pas, mais c'est une piste parmi d'autres. Merci Boris Didier, Merci. on se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.